Merci beaucoup Jean-Marc. Donc pour cette partie sur des applications particulières de l'intelligence artificielle, on pourrait dire en cours de développement, nous avons deux invités. Philippe Dandin, vous êtes directeur adjoint de l'enseignement supérieur et de la recherche à Météo France, après avoir commencé votre carrière dans la modélisation des océans, de l'atmosphère et du climat. Vous suivez tout particulièrement les questions liées à l'aéronautique, à la défense et à l'intelligence artificielle. Cédric Févotte, vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste du traitement d'image et du signal audio et de l'apprentissage automatique. Vous êtes membre d'ANITI, on vient d'en parler, le projet d'envergure mondiale dans la région sur l'intelligence artificielle en recherche, formation, innovation et développement économique. À toi, Jean-Marc. Je propose, on va mettre à l'image M. Philippe Dandin, pour qui j'ai une question d'introduction. C'est pour son exposé. Ça sera, est-ce que si je parodie ma petite fille, j'ai envie de lui demander comment, à la météo, l'IA fabrique le temps. J'espère qu'elle va vous aider à obtenir une réponse à apporter à votre petite fille. Mais je vais commencer d'abord par dire quelques mots de la météo, justement, parce que je crois que ça permet de poser un peu le décor et de comprendre en quoi l'IA nous est un auxiliaire très utile. Alors, la météo, c'est comprendre et prévoir les évolutions du système climatique terrestre, un système qui est fait de très nombreuses complexités. Une seconde. Il y a de nombreuses sciences qui sont mobilisées pour y faire face, des géosciences, mais aussi des maths, des statistiques, du numérique, de l'informatique, et puis également des sciences de la communication et de l'aide à la décision. C'est un milieu qui est très technophile. On a des satellites, des modèles numériques, du calcul à haute performance. Et puis, c'est un univers qui est là pour servir, pour cibler les enjeux qui sont forts, pour traiter des risques et des événements marquants. Voilà. Vous trouvez à la météorologie les 5 V du big data, des volumes de données considérables. On crée 1 téraoctet par jour dans nos archives, de la vélocité, puisqu'on fait du temps réel. L'important de la prévision, c'est qu'elle arrive avant l'heure. Et puis de la variété, des types d'observations de très nombreuses sortes, et bien entendu des enjeux de véracité et de valeur. Donc tout ça fait de l'IA un auxiliaire vraiment favorable pour aider le météorologue. L'IA, c'est quelque chose qui a été regardé il y a déjà une trentaine d'années et qui est évidemment réexploré avec beaucoup d'avidité depuis qu'on dispose de nouveaux algos et de nouveaux ordinateurs. Alors, peut-être pour montrer de toutes ces activités en météorologie qui partent de l'observation, qui utilisent les modèles numériques, le calcul scientifique, et puis qui vont jusqu'à fournir des produits et de l'aide à la décision. Alors, dans le domaine de l'observation, je vais vous montrer quelques exemples, mais on peut penser à l'IA pour détecter des objets intéressants, des structures au sein des observations apportées par les radars ou les satellites. On peut préparer les observations, par exemple, on peut les corriger, on peut les traiter. C'est l'exemple de cette image-là qui est une webcam routière à la sortie du tunnel de Fréjus. C'est un système qui n'a pas été conçu initialement pour faire de la météo et pourtant on l'utilise pour détecter la neige, savoir si elle tient au sol, etc. On peut anticiper l'évolution des observations à brève échéance, c'est ce qu'on appelle la prévision immédiate. En termes de modélisation, on peut calculer plus vite en apprenant certains algorithmes qui sont chers à résoudre. On peut même apprendre le comportement de modèles, on peut étendre des ensembles de simulations parce qu'on ne se contente pas de faire une simulation avec un modèle pour faire une prévision, on fait un ensemble de simulations. On peut corriger, on peut affiner, on peut améliorer les sorties des modèles dans le cadre du post-traitement. Et puis enfin, on doit servir d'abord nos prévisionnistes en interne. On peut fouiller dans les observations, dans les produits numériques,
On peut capturer des signaux faibles dans ces ensembles extrêmement volumineux. Et puis, on peut produire et fournir des produits de différentes formes aux usagers. Alors, voici, je commence par la fin de cette chaîne. Voici un exemple de production de bulletins avec des géostatistiques non supervisées. On imagine, alors ici, on reconnaît la Lozère, mais on imagine qu'on puisse appliquer ce genre de production à l'ensemble des découpages administratifs ou géographiques qui existent sur nos territoires. Ici, il y a un enjeu, c'est que la limite pluie-neige, donc qui va rendre les routes dangereuses, passe en dessous de l'altitude du département. Bon, ben, les algorithmes sont capables de générer le petit texte qui est en bas et qui nous donne le bulletin. Ça, c'est produit massivement, c'est rénové toutes les 15 minutes en fonction des nouvelles informations qui parviennent. Et voilà, c'est de l'intelligence artificielle au service des usagers. Alors, l'IA peut également nous aider à améliorer la qualité de ce qui sort des modèles numériques qui ont des difficultés avec certains paramètres ou certains phénomènes, en particulier des phénomènes qui sont de petite échelle et de forte variabilité, qui sont sous la maille que résout le modèle. Eh bien, c'est le cas ici. Vous avez une illustration avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui tournent dans nos services opérationnels d'ores et déjà, c'est-à-dire qu'ils font mieux que les algorithmes traditionnels qu'on avait auparavant et qui améliorent la qualité. Ici, c'est un exemple de rafale de vent à 10 mètres qui améliore la qualité de nos productions de modèles. On peut également, toujours dans cet esprit-là, essayer d'aider le prévisionniste. Vous avez ici un exemple qui vous montre comment on peut détecter dans les ensembles qui sont produits par les modèles. Donc, pourquoi fait-on des ensembles de simulation? C'est simplement pour essayer de couvrir le maximum de possible par rapport à tous les degrés de liberté que peut prendre la nature. Eh bien, on détecte ici des objets météorologiques. Alors, les amateurs reconnaîtront des fronts chauds, froids, etc. Puis d'autres objets qui sont importants pour être capables de faire la prévision des tempêtes sur nos latitudes. Bon, mais les algorithmes d'IA qui sont représentés avec des traits rouges et bleus sur la partie droite de l'écran font aussi bien que ce que détectent nos experts à la main avec leur propre connaissance de la situation météorologique et des sciences de l'atmosphère. Alors, il y a d'autres emplois en prévision du temps. Je vais les illustrer en fait par des emplois d'algorithmes d'IA en modélisation du climat, où là, on est sur des échéances beaucoup plus longues. On peut, pour faire simple, on peut améliorer la résolution apparente de ce que fournit un modèle. Donc, c'est ce qu'on appelle de la descente d'échelle. On a par exemple un modèle qui va tourner sur le territoire national à 2,5 km. Eh bien, on réussit à produire des sorties jusqu'à 500 mètres, jusqu'à l'échelle de la parcelle qui va intéresser par exemple les agriculteurs. On peut également créer des membres supplémentaires de ces ensembles de simulations que j'évoquais. Alors, voici sur les exemples de modélisation du climat. Je vais aller peut-être un petit peu plus vite, mais le principe, il est simple. Il est d'apprendre le comportement d'un algorithme maîtrisé mais cher, ou d'une paramétrisation, ou d'un modèle complet, pour en restituer les caractéristiques intéressantes. Et on substitue ensuite l'apprentissage à une paramétrisation complexe, où on l'applique à un modèle plus simple. Bon, j'ai mis une équation pour que tout le monde soit heureux ce soir. Mais en gros, vous avez une partie de votre équation qui est résolue de façon explicite, une partie qui est paramétrée, donc qui est difficile, qui n'est pas parfaite. Eh bien, vous apprenez cette paramétrisation, vous l'appliquez ensuite avec votre algorithme d'apprentissage dans votre modèle et vous plaquez une solution qui est tout aussi avantageuse et en tout cas qui est très intéressante parce qu'elle coûte peu cher. Sur l'exemple qui est montré ici, vous avez un modèle de simulation du climat à l'échelle régionale. Donc, c'est vraiment la crête de la science de ce qu'on sait faire en modélisation du climat. On prépare là les futurs systèmes de modélisation du climat qui tourneront dans 5 à 10 ans. Pour faire 100 ans de ce petit carré là sur le pourtour méditerranéen, il faut 30 jours de calcul sur le supercalculateur de Météo France. Il a fallu 1h30 d'apprentissage
un réseau convolutionnel et environ 10 secondes pour produire une série de ce paramètre de température de surface. Série qu'on applique ensuite, enfin émulateur qu'on applique ensuite à un modèle de climat de grande échelle, donc à plus basse résolution, qui coûte moins cher. Voilà, donc ça nous permet d'augmenter la taille des ensembles, de couvrir un plus large éventail de possibles et de réaliser des simulations plus vite. Je terminerai en revenant aux observations qui sont l'essentiel en météorologie et en géosciences. Eh bien, on peut les traiter, les améliorer, les corriger, on peut réaliser des fusions de produits, on peut préparer à l'usage, donc sur les données satellitaires, sur les radars, sur les données d'opportunité. J'ai cité quelques exemples ici. Voici une illustration qui vous montre une autre application. Donc là, on a ce qu'on appelle une couverture nuageuse qui est obtenue à partir d'une classification de type de nuage qui est obtenue à partir d'observation de la Terre par satellite dans différentes fréquences. Et on en fait une extrapolation temporelle. On fait ce qu'on appelle une prévision immédiate qui est à l'horizon de 2h30 par pas de temps de 15 minutes. Eh bien, là aussi, les algorithmes d'intelligence artificielle que nous avons testés au cours de l'année 2020, tous ont fait mieux que les algorithmes existants. Et en matière de performance temporelle, de coût calcul, une fois qu'on a réalisé l'apprentissage, on fait des prévisions en environ 1 minute 30, ce qui est une amélioration considérable. Voilà, je termine en disant que l'IA n'est certainement pas la fin de l'histoire en météorologie et il ne faudrait pas croire qu'on va remplacer nos modèles numériques et notre connaissance de la physique et les observations, tout cet ensemble qui est considérable par des algorithmes d'IA aussi intelligents soient-ils. Non, c'est vraiment l'intelligence hybride qui a été évoquée en début de conférence, qui est à l'œuvre en météorologie et plus largement en géosciences. Je voudrais aussi vous proposer de vous frotter à l'exercice de la météorologie. On a mis à disposition un jeu de données, Météonet, vous avez l'adresse pour le récupérer. Ça permettra à des data scientists, à des amateurs, de venir regarder d'un peu plus près les volumes de données et les types de données que nous manipulons. Et je crois qu'il y a un petit film derrière qui suit pour vous faire l'accroche sur ce jeu de données. Merci beaucoup. Merci à vous, Philippe Dandin. Et effectivement, ce petit film qui permet de résumer juste ce que vous venez de dire, ce fameux jeu-là. Merci beaucoup. Encore une fois, nous sommes dans la partie application concrète. Donc, on en a choisi une, la météo, parce qu'elle touche à la fois les ingénieurs dans leur profession et en même temps, elle nous touche en tant que public et en tant que client au quotidien sur la prévision météorologique. Nous allons ici choisir un deuxième thème qui, lui, est autour de l'extraction d'instruments musicaux et puis les traitements de signaux et d'images. Et donc, nous proposons là un film d'introduction. Tiene lágrimas negras como mi vida.
la petite vidéo que vous avez vue, hein, c'était une démonstration de séparation de sources musicales, qui consiste à extraire des instruments d'un extrait musical. Et donc, c'est une IA qui, assistée par un humain, un ingénieur du son, qui a permis de décomposer ce signal. Et donc, c'est donc un problème de séparation de sources sur lequel j'ai pas mal travaillé. Alors, laissez-moi peut-être juste pour commencer, vous présenter brièvement ce qu'on entend par traitement du signal et des images. Donc, un signal ou une image, hein, c'est le support physique d'une information qui, typiquement, aura été mesurée ou observée. Et traiter un signal, ça consiste à extraire ou transmettre, stocker ou nettoyer l'information que l'on juge utile dans le signal. Et donc, le traitement du signal et des images, hein, appartient au champ plus général de l'analyse de données. Mais voilà, les signaux et les images sont des données avec une structure temporelle ou spatiale bien particulière. Et des signaux et des images, on en trouve dans de nombreux domaines, hein, tels que l'acoustique, le biomédical, les télécommunications, la télédétection, la vision par ordinateur, etc. Alors, on assiste en fait depuis, disons, le début des années 2000 à un changement de paradigme dans le traitement du signal et des images. Avant, et en particulier dans le monde analogique, les données pouvaient être rares et coûteuses, et souvent les traitements se cantonnaient à l'application de techniques existantes à des observations en utilisant des outils mathématiques classiques tels que la transformée de Fourier. Aujourd'hui, et en particulier avec l'avènement du monde numérique, on assiste à un déluge de données, hein, c'est ce qu'on appelle le big data, et on a plutôt recours à des traitements pilotés par les données elles-mêmes, ce qui s'appelle le machine learning, l'apprentissage machine en français, et qui est une branche de l'IA dont on a déjà évoqué qui a déjà été évoquée dans les présentations précédentes. Alors, pour illustrer ce changement de paradigme, je vais prendre l'illustration de la transcription musicale. La transcription musicale automatique, ça consiste, étant donné donc, un signal musical représenté en haut de la figure, à chercher à extraire automatiquement, par un algorithme, la partition qui décrit ce signal musical. Alors, dans un contexte de traitement du signal classique, on va plutôt chercher à concevoir un modèle physique, typiquement un modèle sinusoïdal qui va modéliser la nature harmonique de la musique, et puis on va chercher à estimer les fréquences fondamentales des notes en présence avec, par exemple, une analyse spectrale de Fourier. Dans une approche IA, donc un peu plus moderne, on va plutôt collecter des milliers, voire des millions d'exemples de signaux audio dont on connaît la partition, et on va chercher à entraîner un réseau de neurones qui va appareiller chaque signal avec sa partition. Alors, un réseau de neurones, c'est tout simplement une fonction très compliquée qui est une composition de fonctions élémentaires, mais il y en a énormément. Et du coup, c'est une fonction avec un très, très grand nombre de paramètres ici collectés dans le θ. Donc, c'est simplement une fonction qui prend en entrée un signal et qui en sortie donne sa partition et qui est modélisé, décrit par un grand nombre de paramètres dans un vecteur θ. Et pour faire cet entraînement, c'est-à-dire estimer les paramètres θ de cette fonction qui va vous donner la partition étant donné un signal, on doit résoudre un problème dit d'optimisation, optimisation mathématique, souvent en grande dimension, parce qu'on a beaucoup de paramètres et beaucoup de signaux, et ça pose des problèmes très intéressants en mathématiques et puis aussi en informatique pour la résolution, parce que ça demande beaucoup de ressources calculatoires. Alors, ce principe général d'apprentissage, il a été appliqué dans plein d'autres domaines, et là, je vais vous donner quelques illustrations rapidement. Donc, l'apprentissage machine a par exemple révolutionné la reconnaissance vocale, qui consiste
à transcrire un signal de parole et qui est donc au cœur de vos assistants, par exemple, sur vos téléphones portables type Siri ou Alexa. C'est aussi donc l'apprentissage machine, une méthode qui a révolutionné aussi la vision par ordinateur ou vision artificielle pour, par exemple, détecter des éléments dans des contextes urbains pour, par exemple, de la voiture autonome. Là, je vous présente aussi un problème sur lequel on travaille beaucoup dans mon laboratoire à l'IRIT, qui consiste à analyser des images satellitaires dites hyperspectrales, dans lesquelles on cherche à analyser, identifier les matériaux en présence. Et il se trouve que, dû à la résolution un peu limitée spatialement des capteurs, on a dans chaque pixel souvent des mélanges de matériaux et on peut, au moyen d'une IA, chercher à démélanger les contributions spectrales de chacun des matériaux pour faire une estimation fine de ce qui se passe dans chacun des pixels de l'image. L'IA a aussi permis pas mal de choses en traitement des images à niveau un peu utilisateur. Par exemple, pour faire de la restauration d'images, ici, on voit à gauche une image avec du texte et on peut s'amuser à enlever le texte et à boucher quelque part les pixels manquants, ça s'appelle le inpainting, en utilisant des propriétés de l'image ou un système appris sur un grand nombre d'images pour faire une restauration. Et ce genre de technique est aussi, par exemple, utilisé pour faire de la restauration de vieilles photographies ou de films où on va éliminer les rayures, des choses comme ça. Et enfin, pour terminer, je vous montre une application là, avec un peu plus créative, où on peut s'amuser à faire du transfert de style, c'est-à-dire on prend une image, par exemple, d'un peintre connu, et on peut s'amuser à rajouter un élément à la peinture, dans l'image du milieu, et à transférer le style de la peinture sur l'élément rapporté, toujours avec ce système d'apprentissage sur une grande base de données de peinture. On peut faire aussi la même chose en musique, et je vous invite à regarder le système Jukebox qui a été récemment proposé par OpenAI, qui s'amuse à synthétiser des nouveaux morceaux à la manière d'un artiste connu, et les résultats sont assez sympas. Et puis, juste un petit mot aussi pour finir, pour faire un petit peu de promo pour un petit livre édité par le CNRS Occitanie-Ouest et la Dépêche autour de l'intelligence artificielle et qui, en particulier, présente un peu les travaux en IA par des chercheurs de la région toulousaine. Voilà. J'en ai fini. Merci beaucoup. Je voudrais en profiter. Je ne sais pas si on me voit. Il faut que je recule. Ouais. Il faut que je recule. Et il faut que je recule le livre surtout. Bon, très bien. Non, je voulais montrer, donc ça ne marche pas. Je voulais te montrer, Cédric, nous l'avons. Ah, très bien, parfait. Alors, on ne le voit pas apparemment, mais nous l'avons. Voilà. Et il nous a permis effectivement de préparer cet événement et nous apporter beaucoup d'éléments. En tout cas, merci beaucoup. On a dû faire un choix sur les sujets parce qu'il y en a plein. On a parlé tout à l'heure de l'agriculture, on a parlé de plein de domaines, mais on a également dit qu'en fait, les outils IA s'utilisaient un peu partout. Et là, le fait de faire du traitement d'image a des applications multiples dans tous nos métiers d'ingénieurs et de scientifiques au quotidien, je pense. On va retrouver Cédric ainsi que Philippe tout à l'heure dans la dernière partie, dans le débat. Et je pense que Anne, je vais te donner la parole pour nous préparer, pour nous introduire la quatrième partie. Et en même temps, pour te dire, je pense que le débat à la fin aura beaucoup de questions parce que le temps passant, nous ne pouvons pas tout y répondre maintenant. Merci beaucoup encore, Cédric. Avec plaisir.